Tout le monde me disait ah mais Lucas, c'est le pire moment pour arrêter, se lancer, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, et étonnamment, en fait, on a aussi beaucoup de réservations en direct. Et on a des gens, ils réservent cette semaine, ils viennent, et ils réservent après, la semaine d'après et la semaine d'après. Le financement, il n'était pas assuré, j'ai dû me battre. J'ai fait 6 banques. Sur les 6, j'ai eu que 2 financements. Là, c'est la réalité, là. L'idée, un peu plus tard, ce sera de remplacer par des serveurs connectés. Forcément. Comme ça, pour le workflow, pour l'automatisation, ça sera nickel. Pour parler un peu de chiffres, donc là, ils étaient sur 430 000 de chiffre d'affaires. Et là, on projette. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est à Péron, dans l'Ain. On a la chance aujourd'hui de rentrer dans les coulisses d'un hôtel-restaurant qui est juste derrière moi, avec Lucas, que je vais vous présenter juste après. Donc comment va se dérouler cette vidéo? Je vais vous faire une visite avec Lucas de l'établissement. Puis après, on va se poser tranquillement pour lui poser des questions sur le fonctionnement, la rentabilité, les problèmes, les choses comme ça qu'il a eu. Et voilà, on part directement, je vous laisse vous abonner et c'est parti. Donc là, c'est clairement l'accueil. Ouais, c'est ça. Et en fait, avant, ils s'en servaient pas vraiment comme accueil. D'accord. Il exploitait comment? En gros, tu avais un petit canapé là c'était le bordel, tu avais un gros meuble. Et en gros, ici, ils mettaient les clés, mais c'était totalement le bordel en fait. D'accord. Et ils n'avaient pas mis de bureau, donc nous, on a repris un bureau dans le T4. On l'a descendu ici pour faire un vrai accueil, que quand les gens arrivent, ils sentent que voilà, c'est vivant, que voilà. En gros, tu avais une grosse commode ici. D'accord. Où ils avaient mis la caisse et du rangement. Donc en fait, eux, ils ont caissé les clients ici. Et ces quatre tables-là, elles étaient pareilles, mais dans le petit coin. Ok, ouais, donc ça tue un peu la place. Donc ça tuait vachement la place. Et en fait, ça cassait l'espace. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment agrandir et qu'on respire. Quoi. Tu m'as dit, t'as combien de couverts à l'intérieur? J'ai limité une quarantaine. Une quarantaine, ouais. C'est pas mal en vrai. Ouais, donc là, en fait, pour l'instant, on se limite à... Au début, en fait, on a voulu partir un peu trop fort. Donc, on est parti sur direct 30 couverts. Et en fait, vu qu'on n'était pas encore organisé, pas encore bien staffé, etc. Vous êtes fait bousiller au premier service. On s'est fait défoncer. Alors, on a réussi à ce que les gens soient contents, etc. Mais en termes d'organisation interne, c'était le bordel. Donc en fait, la deuxième semaine, on s'est dit, bon là, on se pose, on limite à 20 couverts. On a fait déjà une bonne première semaine. Ok. Et du coup, on termine la semaine comme ça, le temps de se roder, quoi. Et donc là, actuellement, on a 2 personnes en cuisine, 3 personnes devant avec moi le midi. En fait, du coup, on a la chef de salle Anaïs et on a trouvé une personne à temps partiel le midi. D'accord. Donc si le midi c'est un petit service, j'ai pas besoin de servir. Si je vois que c'est un peu le rush, je passe de l'accueil à la cuisine, ouais. Et voilà, un petit casquette. Je fais les cocktails, j'envoie, etc. Quoi. On peut jeter un petit coup d'œil dans la cuisine. Là, t'as l'accès cuisine. Je te ferai un petit café là. Volontiers. Ah ouais, quand même, belle cuisine. Elle est fonctionnelle, grande, après elle est dans son jus, quoi. Tu vois, il y a des trucs à moderniser, typiquement le four et tout. La plonge qui fait des siennes. Pour l'instant, ça fait le taf. Ouais, je pense que, comme tu dis, pour commencer, tu peux au moins travailler, on va dire, de manière normale avec ce que tu as ici. Exactement, et comme je dis, tu listes les réparations, les changements qu'il y a à faire, et on budgétise, et en fonction des priorités globales, on essaie de les réparer au fur et à mesure. Là, c'est un peu plus technique. Donc là, tu as l'accès à l'accueil, mais on l'a condamné parce qu'on ne veut pas que les gens passent par là. D'accord. Là, tu as la chambre froide. Et puis après, là, tu as l'espace pour le staff, encore des frigos. Et tu as les toilettes et la douche parce que s'il y a contamination, on va pouvoir se doucher. D'accord, c'est une règle justement dans l'hygiène. Ouais. Je montre vite fait, on va pas rentrer dans la remise, mais en gros, si on voulait pousser un peu le truc super loin, voilà, tu as l'espace chaudière à droite. Okay. Et là, tu as un garage où en fait, on a des frigos avec la cave à vin. Et puis tu as un étage. Et l'étage, il fait tout lourd. Donc en fait, si tu voulais pousser un peu le truc plus loin, si c'était à toi, tu pourrais limite faire un studio encore en fond. C'est sûr, ouais. Airbnb. Optimisation. C'est ça. Et ça, du coup, ça fait partie également de ton établissement, quoi. C'est ça. Okay. Donc il y a 550 mètres carrés, 555 je crois. Ok, c'est pas mal, hein. C'est un beau bâtiment et tu vois, quand je faisais les recherches de financement, ils étaient un peu déçus parce que je pouvais pas acheter les murs. Mais avec du recul, en fait, je suis content parce que c'est la mairie notre bailleur. D'accord. Ça veut dire que là, chaudière, là, il y a une petite inondation. C'est la mairie qui couvre. Qui prend, quoi. Et du coup, le fait que ce soit entre guillemets l'État, c'est déjà peut-être plus safe. Donc en fait, pour mon lancement, c'est top, tu vois.
derrière le bar. Je suis pas passé souvent derrière un bar, mais... Tu vas apprendre à faire un split ou... Là, t'as la salle technique où il y a les tireuses, les vannes et tout pour vous arriver. Électricité. Là, au final, c'est plus pour... ouais, pour le staff. Et puis, ils nous ont laissé une belle sono et tout professionnelle avec les spots et tout. Bah, honnêtement, ce que je regardais, ouais, c'est 15 000 balles. Il est clean hein, quand même. Donc là, on va faire soirée d'Halloween à la fin du mois, ça va être trop cool. Donc, tu vois comment on gère pour l'instant? Oh, pour l'instant, on est que sur Booking. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, et étonnamment, en fait, on a aussi beaucoup de réservations en direct. Et on a des gens, ils réservent cette semaine, ils viennent, et ils réservent après, la semaine d'après et la semaine d'après. C'est incroyable. Tu vois. Donc, par exemple, tu vois, la semaine de lancement, je te disais. Ah, t'étais bien plein. Alors, on était bien plein. Hein. Là, c'est un peu plus calme cette semaine. Mais tu vois, il y a toujours un minimum de clientèle. Là, c'est la fameuse salle petit-déj que je t'avais dit. Oh, c'est efficace. Hein. À la base, je voulais en faire un bureau, mais bon. T'aurais pu avoir ton petit bureau sympa avec la vue, ouais, mais... c'est ça. Mais là, disons que les gens, ils aiment bien aussi se poser ici avec la vue. Quand il n'y a pas les travaux, ça doit être sympa. Ouais. Voilà, c'est en attendant qu'on développe plus les petits déj. Comme je te disais, c'est toujours pareil, c'est les ressources humaines. Honnêtement, c'est simple, efficace. Pour l'idée, un peu plus tard, ce sera de remplacer par des serveurs connectés. Forcément. Comme ça, pour le workflow, pour l'automatisation, ça sera nickel. Mais bon, en fait, t'as des trucs qui se rajoutent. Je pense que tu connais un peu, t'as des trucs qui se rajoutent par-dessus. C'est pas ouf. C'est pas le mieux, ouais, non, vaut mieux mettre. Le mieux, c'est de changer toute la poignée, c'est 400 balles, quoi. Donc 400 x 7. Là, ça fait un billet. Donc pour l'instant, étant donné qu'on récupère pas mal de dettes et tout, on va pas le faire. Mais on arrive à faire des entrées semi-autonomes parce qu'on laisse les clés sur les portes. On leur donne le code de dehors, ils rentrent. Et en partant, ils laissent les clés à l'intérieur. La petite salle de bain. Là. Donc ça, c'est une chambre double classique, quoi. Donc ça manque un tout petit peu de déco, mais ça fait le taf, quoi. C'est propre. Honnêtement, c'est correct, c'est plus que correct quand même. Là, tu disais les chambres comme ça, les chambres standard double, c'est entre 70 et 90 € en fonction des chambres. 89 € pour 2 personnes, 79 pour une seule. Ok. Et donc ça, c'est les grandes chambres. Et du coup, ce qu'il y avait avant, c'est qu'il y avait 3 lits simples. D'accord. En fait, dans celle-là, il y avait 3 lits simples, et dans celle d'en face, qui est la double supérieure, tu avais 2 lits doubles. Et en fait, on a réorganisé parce que je considérais que 2 lits doubles, ça servait à rien. Et donc, on a fait un lit double, un lit simple. Là, c'est plus pour une famille, du coup. Ouais, c'est ça, 2 adultes, un enfant. Okay. Et en fait, si jamais ils sont plus, je considérais qu'ils pouvaient prendre plusieurs chambres. Et là, on a la chambre communicante. D'accord, d'accord, super. Bon les amis, on a fini du coup ce petit tour de l'établissement de Lucas. On a vu du coup le bébé de Lucas, mais on n'a pas parlé de lui. Lucas, si tu veux en profiter pour te présenter brièvement qui tu es et pourquoi, on va dire, tu t'es lancé dans cette grande aventure. Ok, moi du coup c'est Lucas, 35 ans. À la base j'étais dans l'informatique, chef de projet informatique à l'aéroport de Genève exactement. Et puis comme Jules, j'avais pas mal investi dans l'immobilier, un domaine qui m'intéressait particulièrement. Et puis la suite logique pour moi, c'était l'hôtellerie-restauration. Ça faisait un moment que je voulais entreprendre. Et du coup, je me suis mis à la recherche de petites annonces, d'affaires à vendre. Et puis, étant dans le Pays Gex, ayant un appartement ici à Perron, j'ai trouvé cette affaire à vendre. Donc, un hôtel-restaurant de 40 couverts intérieurs, 40 couverts extérieurs, 7 chambres et 2 appartements de fonction. Un beau projet, on va dire, du moins pour commencer déjà. Ouais, c'est ça. J'ai du coup quitté mon emploi, comme beaucoup de gens veulent faire. J'ai choisi le mauvais moment entre guillemets pour tout le monde parce que je venais d'avoir une petite fille. Donc tout le monde me disait ah mais Lucas, c'est le pire moment pour arrêter, se lancer, etc. Et moi, j'arrête tout le monde et je leur ai dit ah non, pour moi, c'est exactement le bon moment pour le faire, pour changer de vie. Donc j'ai abandonné du coup mon salaire confortable de chef de projet informatique sur Genève pour me lancer dans l'hôtellerie-restauration, un des pires milieux. Mais à chaque fois que j'ai dû sortir d'une zone de confort, j'ai expliqué dans les dernières vidéos, quand par exemple j'ai quitté Paris pour aller en Suisse alors que j'étais très bien à Paris, la Suisse ça m'a permis d'aller plus loin. Aujourd'hui, je quitte la Suisse pour aller autre part. La Suisse c'était confortable, mais je vais là où ça picote, je ne sais pas encore où demain. Donc tu vois, là, il y a à peine une heure, on commence à parler de choses que j'avais même pas imaginées, des choses comme ça. Et au final, c'est qu'en quittant, je trouve, à chaque fois, cette zone de confort qu'on a des nouvelles choses. Donc au final, tu te dis, c'était pas le meilleur moment, comme toi qui regardes cette vidéo, si tu te dis, ouais,
j'ai des choses j'ai un mariage qui arrive, j'ai pas beaucoup de sous sur mon compte, je viens de signer un CD, etc. D'accord, mais au final, c'est juste ta zone de confort et ta nouvelle routine que tu vas te créer aujourd'hui. Et peut-être et sûrement ce que tu peux avoir demain autre part, ce sera sûrement mieux et ça t'amènera directement ou plus vite que là où tu vas aller. Quoi. Mais je valide totalement ce que tu viens de dire parce que ça s'est déjà passé pour moi aussi dans le passé. En fait, tout est lié. C'est un enchaînement de décisions que tu vas prendre et qui vont te permettre de passer au palier supérieur. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, avec en plus le fait que j'ai pris en maturité, en expérience et que j'ai un peu plus une vision de où je vais. Quoi. Et quand du coup on regarde un petit peu ton parcours, est-ce que tu es OK avec moi pour dire qu'au final le destin il peut se provoquer? Ah oui, totalement en fait. Disons que si on reste dans notre zone de confort, et ben en fait, il risque de pas se passer grand-chose pendant longtemps. Quoi. Donc non, mais c'est sûr que le destin, il va changer en fonction des décisions et des actions que tu vas prendre. Bien sûr. Là, est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens qui sont plus ou moins de près ou de loin intéressés pour reprendre un hôtel-restaurant ou un projet similaire, comment tu as trouvé cette opportunité? Est-ce que ça a été du bouche à l'oreille? Est-ce que tu as recherché sur les sites d'annonces? Comment ça s'est passé? Enfin, comment tu as réussi à voir ça Alors du coup, moi j'ai arrêté de travailler en juin. D'accord. Et puis, je commençais déjà à prospecter un petit peu sur les sites d'annonces. Tu as plusieurs plateformes, principalement ta session PME, tu as le site de BPI qui va recenser toutes les annonces de toutes les plateformes. Puis moi, simplement, j'ai trouvé sur session PME. Okay. Je regardais un Haute-Savoie, puis j'ai trouvé cet établissement, à savoir que sur les annonces de vente de fonds de commerce comme ça, en fait, ils ne te mettent jamais la localisation précise. Ouais, bien sûr. Comme ça, en fait, ça reste assez confidentiel parce que tant que tu n'as pas visité et que tu n'as pas signé les papiers de confidentialité, ils ne te donnent pas les infos. Forcément. Donc, ça t'oblige d'une certaine manière aussi à faire les démarches jusqu'au bout. De la même manière que quand tu vas acheter un bien immobilier, on ne te donne pas l'adresse pour pas que tu y ailles et que tu regardes avant. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, donc simplement par les petites annonces. Et là, sur les 3 grandes lignes, on va dire, tu cherchais quoi absolument? Enfin, c'était quoi tes critères sur l'établissement que tu recherchais? En fait, il y avait 3 critères. C'était que je voulais pas de la restauration seule, je voulais forcément qu'il y ait une double activité hôtellerie-restauration et je voulais qu'il y ait des appartements de fonction. Simplement parce que vu qu'on est à la frontière suisse, il y a beaucoup de gens qui partent en Suisse. Et du coup, je voulais d'une certaine manière les fidéliser. Offrir le petit package qui va bien, le salaire, l'appartement, les conditions de travail que tu es en train de mettre en place. Et je trouve que c'est super intéressant. Donc, là, je ne voulais pas filmer pour laisser les locataires tranquilles, mais il y a un super bel appartement de fonction de 130 mètres carrés à l'étage, magnifique. Moi, quand j'ai vu cet appart, j'ai dit direct à Lucas, mais un ouf. Moi, à la place, je l'aurais loué, c'est facile 2 000 € par mois. Au final, il a dit non, je ne le loue pas, je le laisse dans le contrat pour mes salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait? Si, comment dire, tu as dû faire un crédit pour acheter les murs, tu as juste le fonds de commerce, tu as mis de l'apport, tu as fait du financement. Est-ce que tu peux globalement nous expliquer comment ça s'est passé sur le financement? Ouais. Donc à la base, moi, quand je me suis mis en marche pour ce projet, j'avais déjà 57% d'endettement. D'accord, ce qui est énorme. Donc ce qui est énorme. Donc c'est aussi pour ça, en partie, que j'avais mis en pause l'investissement en IMO dans le résidentiel. Et puis en fait, donc à la base, c'était le fonds de commerce qui était en vente, 320 000 €. Okay. Moi, à la base, j'avais juste visité comme ça, sans appréhension, en me disant j'y vais, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'avais pas vraiment prévu de me lancer aussi rapidement, entre guillemets. Et donc en fait, au fur et à mesure des visites, des négociations, etc., on s'est déjà rendu compte que la valorisation du business, elle n'était pas correcte. C'est toujours surévalué. Forcément. Et donc là, en fait, moi, j'ai payé un prestataire sur Annecy pour m'aider à réévaluer le fonds de commerce. On était arrivé à la conclusion que c'était environ 250 000 € plutôt que 320 000 €. C'est plus la même chose. Et le gars, tu l'as payé quelques milliers d'euros pour qu'il te fasse l'analyse? Je l'ai payé 700 €, je crois. Donc, 700 €. Donc, payer des gens, des fois, c'est pas à perte, parce que là, une personne que tu payes 700, elle t'en fait gagner 80 000 presque. Donc, une fois qu'on a su que la valorisation, c'était plutôt 250 000, moi, je suis aussi accompagné par une avocate et on a réfléchi en fait à la possibilité plutôt de racheter la société plutôt que le fonds de commerce. D'accord. Et la raison, elle est simple, c'est que quand tu rachètes la société, donc tu achètes l'actif et le passif. Et en gros, le vendeur, il avait déjà contracté une dette pour le fonds de commerce de l'ordre de 250 000 €, mais qui était un taux à 2,4 parce qu'il avait contracté le prêt il y a 2 ou 3 ans.
Donc en fait, l'idée de racheter la société plutôt que le fonds de commerce, c'était de racheter cette dette c'est totalement et clair, d'avoir à financer que la différence. C'est sûr. Et donc au final, je me suis retrouvé à reprendre donc, cette dette de 250 000, mais il restait plus que 130 000 à payer. Et moi, de mon côté, j'ai eu à faire financer que 80 000 euros. D'accord. Donc en fait, on a fait donc revaloriser les parts de la société cette fois-ci. Et c'est pareil pour la valorisation des parts de société. Il y a plusieurs méthodes en fonction du domaine, de comment tu veux la valoriser, etc., d'emplacement. Et là, effectivement, en fait, on est arrivé sur une valo sur base des capitaux propres. Donc on a simplement pris les capitaux propres du dernier bilan. Et on est parti sur cette base, donc, qui était de 60 000 euros. Et donc, vu que ça prend toujours du temps entre le moment où tu vas faire l'offre et le moment où tu vas vraiment signer l'acte de cession définitif, et ben en fait, l'entreprise continue à vivre. Et du coup, en fait, on a capé le prix du coup à 80 000 euros. D'accord, oui. Le temps que les papiers se fassent, qu'on fasse la signature, les documents, etc. Et donc, ce qui fait que le prix final va être valorisé entre 60 et 80 000 euros en fonction de comment l'activité aura continué d'évoluer et en fonction du remboursement des dettes, etc. Donc au final, quand on fait un résumé de tout ça, on part d'un gros montant qui est plus de 300 000, qui peut faire peur au début. C'est ça. Et au final, quand tu rentres un petit peu dans le terrain et tu te dis, bon, je vais quand même aller voir ce qui se passe dedans et tu y aller un peu sans trop réfléchir, tu te rends compte qu'il y a des possibilités, que ça c'est pas 350 000 à financer avec un crédit sur 20 ans et que c'est différent. Exactement. Donc en fait, là, j'ai eu à financer une enveloppe de 80 000 au lieu de 320 000. L'avantage aussi de racheter une société existante, c'est que du coup, tu récupères l'antériorité. Je viens de comprendre ce que tu viens de dire, c'est incroyable du coup. Ouais, c'est incroyable parce qu'en fait là, ça veut dire que là, si je veux, je signe aujourd'hui, demain je peux déjà racheter. Ouais, parce que tu vas présenter du coup les anciens bilans plus ça, les nouveaux. Exactement. C'est incroyable. Alors bien sûr, ils vont quand même prendre en compte que tu viens de reprendre l'affaire, etc. Mais disons qu'au lieu d'attendre 3 ans, je vais attendre 1 an et d'ici 1 an, je vais pouvoir refinancer la même chose. On se voit du coup dans 1 an dans la chaîne. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, il y a quand même pas mal d'avantages de racheter la société plutôt que le fonds de commerce. C'est un peu ce que beaucoup de boîtes font en faisant de la croissance externe. C'est-à-dire qu'on va se développer beaucoup plus rapidement en rachetant des sociétés existantes parce qu'on rachète leur passif, leur antériorité, on sait que ça tourne, on sait qu'il y a des axes d'optimisation. Donc en fait, on arrive, on met en place, on développe. Et on continue. On parlait un peu de chiffres, donc là ils étaient sur 430 000 de chiffre d'affaires. Et là on projette 500 600 000 cette année. Le premier mois de lancement, ça a été quoi, on va dire, les plus grosses difficultés que tu as eues, que tu t'y attendais ou que tu t'y attendais pas sur ce projet-là? Alors du coup on va revenir un petit peu sur l'aspect je rachète la société. En fait, donc du coup on rachète aussi les dettes. Et là, par exemple, j'ai eu la surprise d'avoir environ 5 000 euros de dettes laissées par l'ancien gérant. Donc ça a été une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est quand même d'arriver avec assez d'apports pour pouvoir pallier justement à ces difficultés financières parce qu'on a toujours des surprises, même si on fait abstraction des dettes laissées par l'ancien propriétaire, il y aura toujours 2-3 sommes à avancer. Donc c'est quand même difficile de démarrer de 0-0. Et puis la difficulté principale qu'on a eue jusqu'à présent, c'est forcément le personnel. D'accord. Sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est le recrutement. On a eu 2 commis de cuisine qui nous ont dit oui, c'est bon, on arrive demain et qui ont annulé au dernier moment. On a eu un serveur qui est venu, qui a commencé le service et qui a disparu en plein service. C'est incroyable, mais donc c'est des choses, je savais que ça existait, mais je savais pas qu'en 1 ou 2 semaines de lancement, on vivrait autant de choses. Et après, la deuxième difficulté, c'est toujours l'aspect humain, mais plus interne ces fois, c'est les relations humaines dans les équipes. Savoir, il faut trouver le bon. Faut arriver à trouver le bon niveau de délégation déjà au bon moment, parce qu'on peut pas tout déléguer d'un coup. C'est sûr. Mais voilà, comme je vous avais dit, moi, mon idée, c'est à la fin de tout déléguer. Et puis, il faut arriver à gérer aussi les relations humaines entre les membres de l'équipe, ce qui parfois n'est pas simple, vu qu'en plus, on a pas mal la tête dans le guidon. Des fois, il se passe des choses, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Donc, voilà. Les réussites et les échecs, les erreurs, etc. C'est que comme ça je le dis toujours, c'est en se nourrissant des erreurs des autres qu'on progresse aussi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant et ce que je leur disais à mes gérants là et qu'ils ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait moi ce qui m'excite dans tout ça,
C'est entre le moment où je vais commencer à chercher, à prospecter les petites annonces et le moment où on va se lancer. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Après, ce qui se passe après, en fait, c'est pas que ça m'apporte pas, mais ça va pas m'apporter cette adrénaline, la même adrénaline que quand on va être au début du projet. Je vais me dire, est-ce que je vais pouvoir le faire, pas le faire, est-ce que je vais trouver du monde, est-ce que les chiffres vont être là. C'est sûr. Là, on commence déjà à dépasser cette étape-là et on est plus sur comment on va résoudre les problèmes opérationnels. Les bons problèmes. Les bons problèmes, ouais, c'est des bons problèmes, c'est ça. Au top. Là, on parle justement des bons problèmes. C'est quoi globalement, si tu veux qu'on sépare côté hôtellerie et côté restauration, les stratégies que tu as en tête pour, on va dire, améliorer ton activité, que ce soit la côté restauration ou côté hôtellerie? Ouais. Alors disons que là, l'avantage de reprendre aussi une affaire, c'est qu'on reprend sa notoriété. Et donc en fait, la chance qu'on a là, c'est qu'on n'a pas à s'occuper de l'aspect est-ce qu'on va avoir des clients ou pas. D'accord. Dès le départ, on a dû refuser entre 10 et 20 personnes par service. Donc énorme. déjà, je sais qu'on n'a pas à s'occuper de la demande. C'est vraiment, ça fait vraiment la différence. Maintenant, l'axe principal d'amélioration, que ce soit sur l'hôtel ou le restaurant, c'était toute la partie digitale. D'accord. Parce que je pense que la majorité des restaurateurs et des entrepreneurs de manière générale, ils vont souvent être très bons dans ce qu'ils font, mais ils vont être assez mauvais dans être visibles et savoir vendre leurs produits. Il y a un métier pour tout, entre guillemets. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que volontairement, on a choisi de faire grossir un peu l'équipe, justement, pour avoir un peu des compétences dans tous les domaines. On va avoir quelqu'un qui va être compétent dans l'hôtellerie, quelqu'un qui va être compétent dans la restauration, et moi qui vais être plus compétent dans l'aspect stratégique, communication, marketing. Donc voilà. Donc l'idée au début, c'était un peu de consolider ce qui existe déjà, mettre en place les process, que le restaurant tourne normalement, que l'hôtel tourne normalement. Et après, c'était d'augmenter la présence digitale. Et ce sujet-là, il est encore plus important pour l'hôtel parce qu'on a aussi les problématiques de masse salariale. On aimerait tous embaucher 10 personnes et que tout le monde fasse une seule tâche, mais ça n'existe pas. Ouais, forcément. Donc là, sur l'hôtel, c'est de la même manière qu'un Airbnb ou autre de la courte durée pour un particulier. L'idée, c'est d'automatiser le plus possible les check-in, check-out. Et que par exemple, certaines fois, on va oublier de facturer la taxe de séjour. Certaines fois, on va oublier de dire aux personnes qu'il faut passer par l'extérieur. Enfin, voilà. Parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu dois faire manuellement et que demain, tu vas vouloir passer peut-être par l'IA ou digitaliser du moins et mettre en automatique. Disons que si demain, 90% est digitalisé, ça veut dire que les 10% qui restent, on peut les garder pour faire du présentiel, parler avec les clients, demander comment ils vont, etc. Alors que là, le temps qu'on va passer, si on dit qu'on passe 30 minutes par client de l'hôtel à leur montrer comment ça marche, comment il faut faire, et ben, en fait, là, actuellement, 30 minutes, c'est 30 minutes de quel est le code, quelle est la porte à utiliser, comment utiliser la machine à café, alors qu'en fait, on pourrait passer 30 minutes simplement à discuter avec eux de vous venez d'où, vous faites quoi, super intéressant. Enfin, voilà. Et derrière, ils sont contents, ils mettent une bonne ils mettent des bons avis et ils reviennent. Ouais. Au niveau des compétences, maintenant que tu es vraiment dans le bain, dans le sens où tu as vraiment pu reprendre et te lancer dans le projet, ça va faire 3 semaines, 1 mois. Ouais. Avec le recul, pour toi, quelles sont les 2-3 compétences en tant que gérant? Là, tu te places plus sur, comme tu disais, le côté investisseur et vu de dessus, mais c'est quoi, tu penses, les compétences nécessaires que tu as ou que tu es en train de développer pour vraiment gérer une affaire comme ça? Je peux te répéter ce que tout le monde dit, mais c'est quand même la résilience parce qu'en fait, par exemple, ce qu'ils ne se rendent pas compte parfois, mes gérants actuels, c'est qu'en fait, toutes les difficultés que j'ai maintenant depuis la reprise, j'ai eu les mêmes difficultés avant, voire le double ou le triple de difficultés. Donc en fait, il faut déjà avoir une grosse dose de motivation, une grosse dose de résilience, pas abandonner à la première difficulté. Croire que c'est possible aussi. On l'a dit tout à l'heure, moi je n'étais pas de la restauration, donc le financement il n'était pas assuré, j'ai dû me battre. J'ai fait 6 banques, sur les 6 j'ai eu que 2 financements. Là c'est la réalité là. Donc ouais. Donc pour donner un peu plus de détails, étant pas de la restauration, à chaque fois c'était soit on finance pas l'hôtellerie-restauration parce que l'hôtellerie-restauration, c'est à savoir pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est une des filières où il y a le plus de taux d'échec. Donc en fait, les banques, elles sont très frileuses par rapport à ça. Voilà. Donc déjà, il fallait réussir à dépasser cette étape.
Ensuite, le reste des banques, souvent, c'était OK, mais t'es pas de la restauration. Donc là, dans mon positionnement où c'était le plus compliqué, c'était de leur dire oui, je suis pas de la restauration, mais par contre, je suis convaincu un bon gestionnaire, il va être meilleur qu'un bon restaurateur. Parce que pour moi, un bon restaurateur, c'est pas forcément quelqu'un qui va bien faire tourner le business. Alors que quelqu'un qui est plus orienté business, si il fonctionne avec un minimum de passion et d'envie, il va réussir à faire tourner n'importe quel business. En mettant les bonnes personnes peut-être. Voilà. Donc là, moi, mon argument pendant la phase de financement, c'était OK, je ne suis pas de la restauration, par contre, j'ai la vision business et je ramène mon équipe. Donc dans mon dossier, en plus du traditionnel prévisionnel, business plan, etc., j'avais tous les CV des staffs que j'avais prévu d'embaucher. Et je leur disais, voilà mon équipe. Et ça, ils l'entendent là-bas. Voilà leur expérience. Concrètement, ils l'entendent, ils le voient. Et il y a certaines banques qui m'ont entendu. Ok, c'est génial. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir 2 financements sur 6. C'est une question que j'aime bien poser, parce que je confirme aussi, je suis convaincu de l'importance du réseau. Pour toi, comment, de manière simple, tu développes et tu acquiers un bon réseau? En faisant des choses, en faisant des projets. Okay. Ça ne peut pas s'acquérir du jour au lendemain, donc soit on a de la chance, on a des mentors, on est bien entouré, on peut profiter du réseau des autres. Ça, c'est la première solution la plus facile, je pense, pour se lancer. Si on n'a pas cette possibilité, le mieux, c'est, on parlait de projet IMO, je fais un premier projet IMO, je cherche des artisans, je teste un premier artisan, un deuxième, un troisième. Moi, j'en ai fait, comme toi, 1 million des erreurs avec les artisans, j'ai eu 1 million de galères. Et en fait, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai fini par trouver les bons. Et je considère même que les artisans, pour la question des artisans, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé les bons. D'accord. Donc peut-être que demain, je vais te dire, Jules, en fait, le plombier, c'est qui que tu avais utilisé et voilà. Mais c'est clair que les artisans, c'est une chose. Après, je pense que sur le côté professionnel business, tout ce qui est avocat, comptable, c'est très très important. J'ai pas envie de dire est-ce que tu dors bien la nuit, mais ça, le projet, tu arrives à le porter, on va dire, sans trop de stress ou de pression? Honnêtement, oui. En fait, l'aspect business, finance, etc., ça ne m'empêche pas de dormir. Okay. Alors oui, c'est des gros montants. Il faut savoir que sur une affaire comme ça, tu brasses plusieurs milliers par jour. Enfin, ça peut être très compliqué si tu fais une fixette sur ça. Par contre, en fait, là, étant donné qu'on n'a pas de problème de demande, je suis plutôt serein sur ça. En fait, moi, ce qui va plus m'oppresser, entre guillemets, c'est plus cet aspect, je change le rythme de vie. Je passe d'horaire de bureau à je reste 1 an au foyer à élever ma fille. Maintenant, je fais 8h minuit tous les jours. Oui, bien sûr. Donc en fait, tout à l'heure, on parlait de vision. Pour moi, en tout cas, si vous êtes dans mon cas, à vouloir se placer plus en développement de patrimoine, entrepreneur, gestionnaire, etc., il faut vraiment garder sa vision bien au loin. Parce que moi, ma vision, dès le début, c'était de déléguer et de m'appuyer sur les autres. Et donc, dès le départ, en fait, forcément, pour alléger un peu la masse salariale, j'ai commencé à faire des services, etc. Mais de temps en temps, je faisais des petites piqûres de rappel à mes gérants en mode moi, mon projet, rappelez-vous, mon projet de base, c'était que je m'écarte petit à petit et que je finisse par plus du tout être sur place. Bien sûr, oui. Et à partir du moment où j'ai l'adhésion de mes gérants qui savent que je vais aller dans cette direction, on a fait en sorte de trouver des personnes. Et à partir du moment où on a commencé à staffer assez, et ça m'a permis de plus servir le midi dans un premier temps. Là, je commence à servir le soir, mais souvent, je termine à la moitié du service. Et puis demain… tu vas t'effacer progressivement au final. Voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir te concentrer peut-être et sur la partie process administratif et choses qui sont vraiment importantes, et sur la recherche d'une deuxième affaire par la suite. Et comme on aura digitalisé un peu tous les outils, etc., ça me permettra de rester assis derrière mon bureau chez moi pour surveiller ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'une fois que je suis retiré totalement de l'opérationnel, je vienne 2 fois par semaine, qu'après, au bout de 2-3 mois, plus qu'une fois, et qu'au bout de 6 mois, je ne vienne plus du tout. Au final, c'est un business que tu as délégué, quoi. Exactement. Et moi, ça va me permettre d'aller commencer à chercher d'autres affaires. D'ailleurs, on a déjà commencé à chercher d'autres affaires. On a visité des garages avec mon petit frère. Maintenant, j'essaie d'embarquer tout le monde dans les affaires. Donc, on a commencé à chercher des garages automobiles ou des centres auto avec mon petit frère. Voilà. Donc, on a fait 2 visites déjà. Là, c'est un petit peu ta nouvelle vision il y a Lucas 1 an à maintenant. Lucas, aujourd'hui, quand on me demande de le décrire, c'est vraiment un gars qui est en train de développer, déléguer son établissement là, et qui va vouloir racheter vraiment d'autres entreprises pour faire la croissance externe, comme tu disais. Puis après, pourquoi pas
créer des groupes et Ouais, financer des plus murs, ça, des machins, ouais. etc. Je pense que là, tu arrives vraiment, tu sais, niveau 1, tu achètes ton premier appartement, ton deuxième, ton troisième. Niveau 2, tu passes vraiment un stade, tu dépasses les 500 000 de patrimoine, des choses comme ça. Et niveau 3, là, tu pars sur business. Pour moi, tu es au niveau 3, tu vois. Mais de la même manière qu'on va vous dire que pour les investissements immobiliers, le plus important, c'est le premier investissement. Et ben en fait, à une plus grande échelle, le premier business, ça va être le plus important parce que c'est ça qui va nous donner la légitimité. Et à savoir que du coup, en pro, tu t'affranchis de toutes les règles d'endettement, etc. Là, j'étais à 57%, mais ils m'ont encore financé 80 000. C'est incroyable. Tu vois, et j'ai pas retourné le dossier dans tous les sens pour que ça passe. Enfin, c'était comme ça. Ils ont vu que le business était rentable et ils me l'ont accordé. Et en fait, voilà, mon idée, c'était vraiment d'avoir ce premier business, ce premier flux d'argent qui va faire que je vais aussi pouvoir me relancer dans l'immobilier, peut-être acheter des immeubles, etc. Enfin, moi, on va me traiter un peu de fou, mais par exemple, maintenant, je kiffe ta vision, mec. moi, mon idée là, c'est de racheter un petit château, tu vois. Ok. Et en fait, j'en ai repéré un déjà sur Viry. Il était vendu, mais il a été remis à la vente. Il a 2 500 000, mais c'est un château avec 10 hectares, frontière suisse. Et moi, mon idée, c'est de faire un petit hôtel chambre d'hôte avec un petit resto dedans, faire une crèche dans la dépendance. Un petit mot pour la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire si une personne qui regarde cette vidéo avait l'idée ou l'envie de un jour reprendre un hôtel-restaurant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou qu'est-ce que tu pourrais dire à toi, on va dire Fuyez. Non, c'est... reprendre un hôtel-restaurant... Ça dépend encore une fois dans quelle optique la personne est. Si elle est dans l'optique de se rémunérer dessus, de travailler dedans, d'y passer ses journées, il faut se préparer à mettre entre parenthèses sa vie. D'accord. Par contre, si elle est comme moi, avec une optique de développer, de déléguer et vraiment de se retirer, de s'éloigner du business, de l'opérationnel, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Moi, je suis convaincu que de toute façon, il y a beaucoup de fortunes qui se sont faites dans l'hôtellerie-restauration et ça continuera toujours. C'est sûr. C'est juste que plus ça avance avec l'inflation, avec les règles qui se durcissent, les contrôles, etc., forcément c'est plus dur. Donc si en plus on n'a pas ce côté gestionnaire... vie agréable entre guillemets à côté. Si on n'arrive pas à se dégager du temps pour gérer tous ces petits soucis, c'est vrai que c'est quasiment impossible, honnêtement. Faut forcément déléguer à un moment donné. Ok. Et évidemment, je vous mettrai toutes les informations dans la description, n'hésitez pas à les voir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux donner l'adresse et le site internet ou Ouais, du coup, c'est Auberge de la Fruitière Perron sur Facebook. Ok. N'hésitez pas à les suivre pour donner de la force à notre ami Lucas. C'est vraiment une belle personne, donc j'essaie toujours d'emmener des personnes intéressantes sur cette chaîne. Et pour le coup, Lucas, c'est vraiment quelqu'un. Je vous incite à prendre une minute de votre temps pour aller lui laisser un petit avis ou du moins un petit soutien, un petit like, un petit suivi sur ses pages. Ça lui fera plaisir et ça lui apportera du soutien. Vous avez toutes les informations dans tous les cas dans les commentaires. Tu veux rajouter quelque chose ou pas, Lucas, ou pour toi on a fait le tour? Non, pour moi, on a fait le tour. En tout cas, merci sincèrement pour cette journée et pour ce temps, parce que j'ai pu beaucoup apprendre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et laisser un petit like, tout simplement pour valider la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire quel type de business t'aimerais que je te fasse visiter, qu'on aille voir un petit peu les coulisses. Comme ça, je regarderai un petit peu. En tout cas, c'était Jules et Lucas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.